Bonjour et donc bienvenue à cette table ronde. Donc moi je suis Blandine Smilinski, je travaille pour la Maison de l'Histoire Européenne à Bruxelles, qui est un musée d'histoire de l'Europe, comme son nom l'indique, et qui a ouvert en 2017. Et je suis très heureuse de modérer cette table ronde aujourd'hui. Donc je vais d'abord très brièvement vous présenter les gens qui vont vous présenter l'ouvrage ce soir, qui vont ensuite prendre le temps de parler de la fabrique du livre, de comment ce livre a été conçu, pensé et puis élaboré ensuite de façon collective. Ensuite, chacune prendra le temps de revenir sur quelques dates qu'on a choisies ensemble pour vous donner un aperçu un peu plus en détail de la substance de ces chroniques de l'Europe. Et puis ensuite, je prendrai encore quelques minutes pour réagir et aussi vous parler un petit peu de nous, ce qu'on fait à la Maison de l'Histoire Européenne, comment on a pensé ce musée et de quelle façon on peut comparer et faire dialoguer ces deux projets qui sont différents mais qui ont quand même des similitudes et qui partagent certaines problématiques. Voilà, donc à ma droite, tout de suite, nous avons Fabrice Virginie, à qui je dois cette invitation aussi, qui est chercheur au CNRS et spécialiste du genre et de la guerre au XXe siècle. Ensuite, Léonard Laborie est chargé de recherche au CNRS aussi, spécialiste de l'histoire des techniques et de la civilisation matérielle. Et Catherine Aurel est directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'Europe centrale au XIXe et au XXe siècle. Voilà, et normalement, Éric Anceau nous rejoindra, maître de conférence habilité à la Sorbonne, spécialiste d'histoire politique et du Second Empire. Donc j'espère qu'en le présentant comme ça va le faire venir. Voilà, donc comme je le disais, on peut commencer peut-être par vous entendre sur votre travail de fabrique de ces chroniques de l'Europe. D'accord, merci beaucoup, Blandine Smilinski. On discutera aussi pourquoi on vous a demandé de venir nous modérer, non pas parce qu'on va se fâcher si c'était nécessaire, mais simplement parce que je crois, pour un certain nombre avoir visité la Maison de l'Europe à Bruxelles, et cette réflexion sur comment on raconte l'histoire de l'Europe, elle est partagée. C'est tout l'intérêt. Alors pour parler de ce projet, on a voulu le faire à quatre voix. Là, on aurait pu être 9, puisque nous sommes 9 à avoir co-dirigé cet ouvrage. Alors ça aurait été peut-être un peu long, et puis tout le monde ne pouvait pas être là, mais il y a quand même Sonia Vladniak qui est là également, qui interviendra quand elle veut d'ailleurs. Mais on voulait aussi vous parler un peu de la fabrique de cet ouvrage, parce que je crois que vous êtes pour la plupart étudiants ici, et un ouvrage scientifique, il y a plein de processus qui peuvent conduire à son édition. Ça peut être une démarche individuelle, on fait sa recherche, et puis on écrit le résultat de sa recherche, et c'est un ouvrage signé en général par une personne. Souvent, il y a des ouvrages collectifs qui sont le résultat d'un colloque, de journées d'études, d'un cycle de séminaires. Et là, chaque participant donne une contribution, et c'est quelque chose de très courant, vous allez en voir un certain nombre. Voici une partie des productions que nous avons réalisées au cours de 10 années, qu'a fonctionné le LABEX, le Laboratoire d'Excellence, Écrire une histoire nouvelle de l'Europe. Donc il réunissait plusieurs dizaines de chercheuses, de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, de doctorants, de post-doctorants. Et donc là, vous avez toute une série d'ouvrages, dont une grande partie sont justement le résultat de journées d'études ou de colloques. Celui-ci, c'est un peu particulier, parce que c'est justement, parce qu'on a travaillé pendant 10 ans ensemble, qu'on a participé les uns les autres à plusieurs de ces ouvrages, et que s'arrêtait à la fois le LABEX, Écrire une histoire nouvelle de l'Europe, son financement, ce qui n'est pas négligeable dans la recherche aujourd'hui, parce que pour pouvoir réunir, inviter des collègues, se déplacer, éditer, il faut avoir des financements. Et donc on ne voulait pas que cela s'arrête comme ça. On voulait proposer, non pas une synthèse, ce livre n'est pas une synthèse, c'est une chronologie, mais un ouvrage qui vienne un peu couronner l'ensemble, et surtout qui vienne compléter quelque chose qu'on ne pouvait pas vous montrer ici, que j'espère que vous avez déjà vu et utilisé en ligne, c'est l'encyclopédie en ligne EHN, qui contient plus de 600 notices, je crois, actuellement, sur tous les aspects, finalement, tous les aspects là, qui a vocation à être exhaustive sur l'histoire de l'Europe, en tout cas depuis le 15e, 16e siècle. Et ces notices,
j'espère que si vous n'êtes pas encore allé, vous irez en sortant, et surtout les utiliser, parce qu'elles sont destinées à un très large public, étudiants, doctorants, spécialistes, enseignants, qui peuvent les utiliser et puis surtout s'instruire, simplement attirés par la curiosité. Donc voilà, il nous fallait faire quelque chose en dehors de tout ça, que nous avions prétention à penser original. Et on a choisi ce qui semble le moins original possible en histoire, c'est-à-dire une chronologie. Alors, pourquoi une chronologie? Tu y reviens un peu après, ou non, je continue sur la chronologie? Non, on se coupe entre nous aussi. Hein, oui, pourquoi une chronologie? Parce qu'en 1912, n'exagérons rien, en 2012, quand nous avons commencé, donc on est déjà au XXIe siècle, on constatait justement que l'histoire de l'Europe prenait deux chemins différents, parallèles, qui ne se croisaient quasiment jamais. L'histoire des institutions européennes, alors vous avez peut-être des souvenirs au lycée, voire au collège, de nos cours sur la construction européenne, qui, pour être honnête, pour les avoir enseignés, mais aussi écoutés en tant qu'élèves, n'étaient pas forcément ceux qu'on trouvait le plus passionnants. Et puis à côté de ça, une histoire générale de l'Europe, et les deux se croisaient rarement. Et donc ce que nous voulions faire au cours de ces 10 années, et ce que nous avons voulu faire ici, c'est croiser ces deux historiographies. Celle de la construction européenne, où l'Europe est pensée comme un projet, finalement, et puis celle d'une histoire plus générale, où l'Europe est pensée, et l'histoire de l'Europe est pensée, alors là, Léonard y reviendra, en tout cas n'est pas pensée, nous n'avons pas voulu la penser comme il suffit que ça se passe en Europe pour que ce soit l'histoire de l'Europe. Et ça, je laisserai Léonard développer sur ce point. D'où cette idée de faire une chronologie. On est 9, on a travaillé ensemble, nous n'avons pas écrit toutes les notices, on a 80 auteurs au total, mais on a écrit ensemble l'introduction, on a fait le choix des dates ensemble, et nous avons fait surtout le choix, je ne sais pas si vous avez déjà consulté, regardé cet ouvrage, de faire plus qu'un pas de côté, c'est-à-dire d'avoir une approche décalée. Nous n'allions pas reprendre les grandes dates de l'histoire dite européenne, ou de l'histoire nationale, ou de chacune des histoires nationales, pour faire une chronologie assez classique. Nous voulions montrer, parce que nous venons finalement, nous sommes tous historiens, dans le même laboratoire, en tout cas on y était, donc l'habitude de travailler ensemble, mais sur des approches très différentes. Comme Blandine Smilanski l'a dit au début, Léonard est plutôt spécialiste de l'histoire des techniques, Catherine Aurel de l'Europe centrale, moi d'une approche de genre, Éric Anceau de l'histoire politique, d'autres de l'histoire de l'art, d'autres parties de l'Europe, de la Russie, de l'URSS, de l'Allemagne. On a chacune notre spécialité. Et c'est ça que nous voulons mettre ensemble pour finalement croiser nos approches et produire cet ouvrage-là. Donc, en essayant chaque fois de montrer comment... voilà Éric Anceau qui nous rejoint au moment où je prononçais quasiment ton nom. Timing. Désolé, vraiment. Non, c'est bon. On en est juste au début. Voilà, et donc c'est ce travail commun qu'on est heureux de pouvoir présenter ici à la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, parce que nous fréquentons et nous avons ces lieux comme vous, j'espère, et donc il nous paraissait important de le faire ici. Je crois que pour le moment, je peux peut-être m'arrêter là. Je peux reprendre un petit... reprendre et puis... dire également deux, trois choses sur le processus et le processus intellectuel de réflexion sur cet ouvrage. Vous avez peut-être eu en main l'histoire globale de la France. Vous avez peut-être eu en main, pour ceux qui sont italianisants, la Storia Mondiale dell'Italia, qui est une réponse, pas vraiment une copie de l'histoire globale de la France, et qui se présente également sous forme de chronologie un peu décalée également, c'est-à-dire avec un choix de date que l'on n'attend pas forcément dans soit une histoire de la France, soit, en l'occurrence, une histoire de l'Italie. Et leur démarche, et je vous dis cela pour que vous compreniez ensuite quelle a été la nôtre par rapport à ces ouvrages qui étaient sur le marché, parce que il y a aussi un marché éditorial qui fait que on ne peut pas non plus avoir des livres qui sont redondants, qui se ressemblent trop, du point de vue de l'éditeur, c'est important. Et donc, c'était des démarches qui tendaient à donc décentrer
l'histoire de la France et de l'Italie en montrant le côté mondial, le côté hors frontières, justement, des événements qui avaient pu affecter ces deux pays par rapport à leur histoire chronologique classique. Donc ça a été un stimulant pour nous, parce que ça nous a inspirés, et notre but, c'était de faire différemment, bien entendu, et de sortir, et ça c'est extrêmement important, de sortir des narratifs nationaux. Il était évident que si nous voulions à chaque fois donner un éclairage européen à une date, il fallait que cette date ne soit pas que une date qui appartienne à un ou plusieurs États, régions européennes. Il fallait que nous ayons à chaque fois le souci de montrer la connexion entre la date et la dimension européenne. Donc, ça a supposé que nous donnions à nos auteurs un cahier des charges quand même très très précis, voire contraignant. On assume le côté contraignant, en leur expliquant que, voilà, on avait un choix de thème, un choix de date, puisque Fabrice Virgili l'a bien dit, c'est l'équipe de rédaction qui a choisi les dates, et qui a ensuite, alors nous avons écrit nous-mêmes un certain nombre de notices, et nous avons donc sollicité des auteurs, spécialistes de tel ou tel aspect que la date auquel la date renvoyait, pour qu'ils éclairent donc cette date avec leur connaissance. En leur donnant donc à chaque fois ce cahier des charges bien précis, introduire la date, que se passe-t-il tel jour, et de montrer par rapport à cette date l'ampleur européenne du phénomène. Alors c'est même écharpé sur la signification du mot phénomène. Oui, on voulait faire un jeu de mots, voilà. Phénomène. Voilà, mais bon, voilà. Bon. Et en montrant donc l'aspect européen de la date en question et les implications. Et sur le plan de la fabrication concrète de l'ouvrage, nous avons choisi de présenter, alors vous l'avez entre les mains, vous voyez que sur la page de droite, il y a la notice, et sur la page de gauche, donc il y a un choix d'illustrations qui sont à chaque fois décalées par rapport à la notice. C'est-à-dire que ce n'est pas directement une illustration calquée sur le contenu de la notice, c'est à chaque fois un éclairage qui va au-delà de la notice. Soit qui va au-delà sur le plan géographique, qui va montrer une autre partie de l'Europe dans laquelle un phénomène comparable a lieu, soit ça va être un décalage chronologique aussi, en montrant un même type d'événement avec une implication européenne toujours, mais au-delà de la date qui est évoquée. Et puis, pour orienter aussi notre lecteur, dans le bas de la page, vous avez donc des repères chronologiques par rapport à l'événement qui est évoqué. Ce n'est pas juste une date et ce qui se passe avant ou ce qui se passe après, c'est ce qui se passe par rapport au contenu de la notice, dans une frise chronologique, donc avec une ou deux dates avant celle qui est évoquée dans la notice et une ou deux dates après, et qui permettent de relier donc par le texte, par l'image et par la chronologie, par la frise chronologique, la signification européenne de la date. Et là, ça a été quand même un tour de force, je dois dire, d'abord d'arriver à obtenir les notices que nous voulions obtenir. Et il y a eu beaucoup d'allers-retours avec les auteurs qui se sont vraiment pris au jeu et qui ont compris l'intérêt de la démarche. Et puis aussi entre nous, à chaque fois, garder notre cohérence dans la démarche que nous avions entreprise. Et c'est vrai que ça a été un vrai travail collectif, je dois dire, avec des séances fort longues, fort riches, voilà, de l'équipe, avec Sonia, et vraiment une réalisation qui, je crois, garde sa cohérence. C'est-à-dire qu'on a vraiment cherché à garder cette cohérence à partir de notre démarche d'origine. Pour arriver à combien de dates finalement? 124. Ah, on les compte et voilà. on se trompe chaque fois. Voilà. Entre 120 et 125. Si vous avez la bonne réponse, vous avez un exemple de réaction. On commence à compter et on relève. La première les étant résultats. 1405, Oui, un choix nécessairement arbitraire, et puis la dernière étant 2020. 20, Brexit. Le Brexit. Voilà, donc tout au long de ces 120
4 dates, si je continue. Quelle a été notre approche de cet objet Europe? Alors, schématiquement, c'est nécessairement simplificateur ce que je dis, mais on peut distinguer deux approches de l'objet Europe en histoire. Il y a une approche qui fait de l'Europe le point de départ, qui est donné par avance. L'Europe, c'est un cadre, et l'histoire européenne, c'est dès lors ce qui se passe dans ce cadre. Cadre géographique, alors chaque auteur va borner, comme il l'entend, et justifier ses choix, ou cadre même chronologique. L'Europe étant alors un donné de l'histoire. L'autre, alors bon, c'est l'approche la plus commune. La plus commune, dans cette famille-là, on va trouver toutes les histoires qui juxtaposent les histoires nationales. Donc l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire de la France, plus l'histoire de l'Angleterre, plus l'histoire de l'Italie, plus l'histoire de l'Allemagne, etc., etc. On va trouver à partir de l'entre-deux-guerres aussi des travaux comparatistes. L'histoire de l'Europe, c'est comparer ce qui se passe en Allemagne et en France pour tel et tel sujet, la féodalité, le mode de chauffage, l'Europe de la cheminée, l'Europe du foyer, enfin du poêle. Pour tout un tas de phénomènes, on peut comparer. Et puis, à partir des années 1990, on a vu se développer, toujours dans cette approche qui prend l'Europe comme un donné, point de départ, un accent mis sur les circulations. Donc l'Europe, c'est une civilisation où tout circule. Voilà. L'autre famille prend un point de départ différent. L'Europe n'est pas le point de départ, mais le point d'arrivée. L'Europe doit être le fruit d'une démonstration de l'historien. Donc c'est une approche beaucoup plus problématisée. Si la première, on peut la qualifier d'innée, hein, c'est l'Europe innée, elle est là dès le départ, et puis l'Europe peut-être acquise, construite. Dans cette approche-là, on va chercher à faire deux choses. D'abord, mettre en évidence ce qu'il y a de commun et comment ça a été mis en commun à travers un espace donné. Et on va pouvoir dire qu'il existe une Europe du monde ferroviaire, par exemple, ou une Europe, on peut multiplier les exemples, mais on va aussi mettre en évidence, non pas les différences, parce que là on resterait dans le jeu de la comparaison, et on ne démontrerait pas ce qu'est l'Europe. On va aussi mettre en évidence la mise en commun des différences, les processus qui ont permis aux différences d'être tolérées dans cet espace. Alors là, cette famille est bien, comment dire, Christophe Charles, dans son introduction à un autre ouvrage collectif important, publié en 2018, qui est une encyclopédie d'histoire de l'Europe, mais papier, de plus de 2000 pages, a bien mis l'accent sur cette autre manière de voir l'Europe, hein, comme ce qui est commun au-delà des apparences de différence, et ce qui est aussi relève de la mise en commun des différences, de l'acceptation, de la tolérance des différences. Et ce serait ça que de travailler sur l'histoire de l'Europe, ce serait de mettre en lumière ces... Alors, bon, dans notre ouvrage, pour être absolument transparent, je trouve qu'il y a les deux approches. Enfin, certaines entrées, certains auteurs relèvent plutôt de la première grande famille et n'interrogent pas le sens européen très profondément du fait de l'événement qu'ils travaillent, tandis que d'autres sont plus dans l'autre approche, mais on était bien à peu près conscient, enfin on s'est rendu compte de cela chemin faisant, et on a essayé d'amener tout le monde malgré tout vers la problématisation, et on a proposé un triptyque à nos auteurs. On leur a dit, il faut que vous réfléchissiez d'une manière ou d'une autre à ce qui fait que votre événement a résonné, votre événement localisé a résonné à l'étranger ou a dissonné. C'est-à-dire que montrez-nous comment il y a eu des échos ou des appropriations différentes.
montrer comment il y a eu des convergences, deuxième élément du triptyque, des convergences ou bien des divergences. Et idéalement, comment ces divergences on a fait avec. Et puis, on a aussi voulu amener nos auteurs à réfléchir au phénomène d'interdépendance et de construction d'indépendance. Voilà les pistes que nous avons suivies pour essayer de renouveler l'histoire de l'Europe dans ce volume. Un petit mot, alors déjà, une nouvelle fois, toutes mes excuses, sauf que je faisais une conférence en début d'après-midi et j'en fais sans doute trop. Je pensais qu'on démarrait à 17h30, donc j'ai fait un détour par le café, honte à moi. Et j'attendais, je disais à mes camarades, vous me rejoignez au café pour qu'on puisse préparer. Et pour cause, puisqu'ils étaient là. Bon, alors j'espère que je ne vais pas être redondant. Je voudrais peut-être revenir sur 2 points, les espaces géographiques et les dates, justement. Les espaces géographiques, on a apporté une grande importance à essayer de couvrir tous les espaces de l'Europe, sachant que, bien évidemment, il y a des parties de l'Europe qui, en général, sont négligées quand on fait une histoire de l'Europe. Je pense par exemple à la Scandinavie, qui est chère à nos voisins de droite, peut-être l'Europe balkanique, l'Europe médiane, on a un regard très franco-centré, ou de l'Europe occidentale. Et je crois qu'on arrive à un équilibre assez remarquable dans notre livre, en nous jetant des fleurs, une nouvelle fois, mais parce que vraiment tout est absolument représenté. Et puis, il y a un deuxième élément qui me semble important, c'est aussi l'Europe vue par le monde, c'est-à-dire qu'il y a une représentation de l'Europe, et plusieurs notices qui relèvent justement de cet ordre d'idées. Par exemple, la notice 1804, où on voit Simon Bolivar assister au sacre de Napoléon et en ramener des idées pour émanciper, en reprenant les idées révolutionnaires, le continent sud-américain. Donc ça aussi, on était très sensible à cet aspect des choses. Et puis bien évidemment, même si nous n'avons pas une vision téléologique de l'histoire, il y a, je crois que ça a été dit avant, une volonté de voir comment s'est construite l'Europe politique d'aujourd'hui, l'Union européenne, avec un certain nombre de jalons qui sont donc beaucoup plus englobantes et qui ne s'intéressent pas ici à un pays ou à un groupe de pays, mais à la totalité de l'Europe. Et je pense par exemple à la notice qu'a donnée sur l'année 1926 Jean-Michel Guieux autour de Pan-Europa. C'est un exemple parmi d'autres. Alors pour ce qui est des dates, nous avons eu un débat, je ne sais pas si vous en avez parlé. Il y avait dans notre groupe de travail des tenants, je dirais, des dates canoniques, qui voulaient, tout en les abordant d'une manière différente, que ces dates canoniques soient absolument présentes. Et puis des collègues qui préféraient au contraire décentrer le regard et proposer des dates plus originales. Alors je crois que nous avons les deux, il y a peut-être plus d'originalité que de dates canoniques, mais les dates canoniques sont quand même présentes, on va, je crois, en présenter une ou deux tout à l'heure individuellement, et puis elles sont de toute façon là, par le biais, comme tu le disais tout à l'heure Catherine, des petites frises chronologiques. Donc de toute manière, vous les avez à cet endroit-là. Voilà, les éléments que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut maintenant, je pense que directement enchaîner sur les exemples qu'on a sélectionnés, ça permettra de faire tout de suite le lien avec ce que vous venez d'expliquer. Alors, on peut suivre la chronologie, c'est ce qu'on avait. Et donc, j'avais noté en tout premier, je pense, 1830 avec vous, Catherine Aurel, et même le 25 août 1830. Donc, on peut peut-être commencer par celle-ci. Alors, peut-être justement enchaîner sur ce qu'Éric Anceau vient de dire. Même quand il y a des dates canoniques, elles ne sont pas canoniques. C'est-à-dire que le traitement n'est pas canonique. C'est-à-dire que vous allez trouver, effectivement, 1848, par exemple, alors, le printemps des peuples, mais la date est abordée par un autre biais, et d'abord pas un biais français, forcément, voilà, déjà, on décentre par rapport à ce qu'un lecteur francophone va supposer de 1848. Donc même quand on va avoir des dates canoniques, elles vont être déjà dans le corps de la notice traitées d'une façon décalée, et en outre, grâce aux illustrations et à la chronologie aussi, être mises en perspective et ne pas donc rester canonique comme si l'histoire n'était faite que de dates inamovibles autour desquelles on aurait nécessité de penser cette narration. Alors 1830, évidemment, quand on parle en France de 1830, on pense à ce qu'on appelle la Révolution de Juillet, donc on pense aux Trois Glorieuses,
la révolution des 27, 28 et 29 juillet 1830 à Paris. Et ce qui nous a semblé intéressant, c'était là de traiter d'un autre pays et d'un autre sujet. Donc, quand on voit cette notice sur la révolution à Bruxelles en août 1830, on a donc l'élément révolutionnaire, on est donc bien dans cette construction des identités nationales au XIXe siècle, avec un événement où eh bien, un mouvement d'indépendance nationale aboutit, puisque ça aboutit donc à l'indépendance de la Belgique. Donc le fait historique est bien traité, il est bien précisé, mais il est abordé d'une façon complètement... alors peut-être que certains la trouveraient anecdotique, il est abordé par vraiment le moment où ce mouvement révolutionnaire naît, et ce mouvement révolutionnaire naît un soir à l'Opéra. Et pourquoi ce mouvement révolutionnaire naît-il un soir à l'Opéra? Parce que dans le texte de l'opéra qui est chanté ce soir-là, en français, eh bien, est-ce qu'il avait fait très chaud ce jour-là? Est-ce que... Voilà, il y a tout un tas de contingences qui peuvent nous dire, mais pourquoi est-ce que ce soir-là même, cette phrase de l'opéra d'Aubert, La Muette de Portici, enflamme la population, parce qu'au second acte, le ténor chante « Amour sacré de la patrie », et là, d'un seul homme, la salle se lève, commence à faire du bruit, c'est l'émeute, les gens sortent dans la rue, et en gros, en l'espace de quelques mois, la Belgique acquiert son indépendance. Donc ça, c'est l'événement typique du XIXe siècle, des indépendances nationales, la Serbie, la Grèce, etc. Mais, sauf que c'est moi l'auteur de la notice, donc j'ai choisi de la traiter par l'opéra. Parce que, parmi les éléments qui contribuent à la création des identités nationales au XIXe siècle, pour les pays qui sont dans des états de sujétion par rapport à un pouvoir, alors là en l'occurrence c'est le pouvoir néerlandais qui est en cause, mais vous aurez la même chose en Grèce, vous aurez et la révolution grecque est traitée également, là aussi d'une façon tout à fait originale, ça passe par la langue. Alors là vous allez me dire oui, mais si l'opéra est en français, donc ça passe par la langue, et on a essayé, donc j'ai essayé dans cette notice de traiter de l'opéra dans le sens chant des nations, chant de la nation, en illustrant, et c'est là que le regard se décentre et va vers d'autres pays et sur une autre chronologie, en parlant également de l'exemple italien, bien entendu, du Risorgimento italien, dont les opéras de Verdi rythment la progression, puisque vous savez que le nom même de Verdi était utilisé comme acronyme par les tenants de l'indépendance italienne pour dire Vittorio Emanuele, re d'Italia. C'était vraiment un hasard, on ne pouvait pas trouver mieux que le nom du compositeur soit aussi l'acronyme du nom du roi. Et donc, j'ai traité dans cette notice de la mobilisation nationale à travers l'opéra et à travers le chant particulièrement. Et j'ai tiré la notice ensuite vers la création des associations de chant, des associations chorales qui, finalement, dans ces pays assujettis, et alors ça va de la Finlande en passant par les pays tchèques, etc., comment les associations chorales deviennent des moteurs de l'identité, de la formation des identités nationales, parce que l'intérêt et la volonté est de créer un répertoire, si ce n'est opératique, mais au moins choral, dans la langue de la nation, ou de ce qui va devenir la nation. Donc, c'est je pense, une notice qui combine voilà, cette approche multiscalaire, plurifocale, comme on veut la nommer, et qui introduit aussi dans l'ouvrage une discipline qui touche à aussi une histoire des mentalités, histoire de l'identité,
Alors, pas tellement histoire de la musique, parce que c'est plus de l'histoire que de l'histoire de la musique, mais tout de même, ça permet aussi d'éclairer l'histoire de la musique par ce biais-là. Merci beaucoup. Je continue donc dans ma liste. J'avais noté 1886, la clé de Berne, pour vous, Léonard. Oui, alors on fait un bond de 50 ans et puis on change de registre. On n'est plus dans l'opéra et la quête d'identité nationale, mais dans la construction d'un espace ferroviaire européen. Depuis les années 1830, des lignes ferroviaires se construisent à travers le continent. La plupart des locomotives achetées par les compagnies qui se mettent en place sont fabriquées en Grande-Bretagne. Et les rails sont adaptés à ces locomotives, ce qui fait que dans la plupart des pays européens, par le jeu du marché, la production des machines, l'écartement des rails est le même. Donc très rapidement, il y a des lignes transfrontalières qui se mettent en place. La première en 1843 entre Liège et Cologne. Et un problème vient à se poser, qui est tout, banal. C'est celui de la fermeture et de l'ouverture des wagons qui passent les frontières. Parce que, certes, les convois peuvent passer, mais une fois qu'ils ont passé la frontière, si on n'a pas la bonne clé à la station, à la gare d'arrivée, l'ouverture et la fermeture posent problème, et donc la sécurisation des convois, des marchandises, etc. Parce que l'équipement des wagons, lui, était vraiment à la discrétion des compagnies locales, et donc il y avait une grande variété de systèmes d'ouverture et de fermeture. 1886, c'est le moment où le gouvernement suisse prend l'initiative, et réussit son initiative, de réunir les gouvernements et les compagnies de l'espace européen pour standardiser une clé. Créer un dispositif qui permette d'ouvrir tous les wagons qui pourraient être amenés à traverser les frontières. Donc ça n'a l'air de rien, mais il faut quand même beaucoup d'énergie diplomatique pour arriver à réunir tout le monde, parce qu'il y a des craintes, il y a des réserves. Les intéressés se réunissent et conviennent d'un standard. À partir de 1886, progressivement, en France, en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Autriche, on a le même système pour ouvrir et fermer les wagons. Ce système existe encore aujourd'hui, on l'appelle la clé de Berne. Donc quand vous montez dans un train, vous voyez le contrôleur, parce que ça a été adapté depuis aux wagons de voyageurs. Au départ, c'était seulement pour les marchandises. Et vous voyez le contrôleur actionner une clé qui permet de fermer les portes, et donc c'est toujours cette clé de Berne. Alors qu'est-ce que ça nous dit de l'Europe ? Ça nous dit plusieurs choses. La première, c'est l'importance du processus de standardisation technique dans l'histoire de l'Europe, et d'une intégration technique de l'Europe qui est antérieure à l'intégration communautaire, l'intégration européenne par les institutions du marché commun, qui donc remonte à la seconde moitié du XIXe siècle. Cela nous dit que dans ce processus de standardisation, il y a deux pays qui pèsent énormément. Bon, j'ai parlé de l'Angleterre pour la production des machines, mais la clé, elle n'est pas anglaise. La clé de Berne, en fait, c'est la réunion de deux clés. La clé française et la clé allemande. C'est vraiment un monstre, un hybride technique, et c'est en fait un cas qui va se reproduire dans bien d'autres domaines, où on met ensemble, en fait, pour créer le standard européen, ce qui se fait en France et ce qui se fait en Allemagne. Donc l'histoire de l'Europe contemporaine, ça n'est pas que l'histoire de la guerre entre ces deux pays, cause de guerre mondiale, et cause d'un besoin de surmonter ces terribles, ces atrocités, mais c'est aussi l'histoire d'une profonde coopération dans un certain nombre de domaines. Autre leçon, cette standardisation a des limites géographiques, tous les pays n'y participent pas. La péninsule ibérique pour des raisons militaires, la Russie aussi pour des raisons militaires, ce qui fait qu'aujourd'hui encore en Ukraine, les trains ne circulent pas, ne sont pas à l'écartement de voie, et avec le système de la clé de Berne,
comme dans le reste de l'Europe continentale, et notamment en Russie. Donc, ça n'est pas sans limite, ce processus de standardisation. Et puis, autre limite importante, quand on standardise, en fait, on décide de faire quelque chose en commun. Mais par la même occasion, on décide de ne pas faire certaines choses en commun. Standardiser, c'est s'entendre sur certains points et en laisser d'autres de côté. Donc cette standardisation, elle n'est pas ferroviaire, elle a ses limites géographiques, je l'ai dit, mais aussi techniques. La signalisation, par exemple, va rester très nationale, ce qui pose aujourd'hui un énorme problème. Maintenant qu'on veut ouvrir les marchés, qu'on veut que les trains de partout puissent circuler facilement et de manière sécurisée. Ça n'a pas été standardisé pendant longtemps, et c'est aujourd'hui un défi. Voilà certaines des choses qu'éclaire cette histoire. Et puis bon, on a pensé toujours que l'Europe, enfin le train, pacifierait les relations à l'intérieur de l'Europe, que ça amènerait les gens et les marchandises à se rencontrer, traverser les frontières, c'est vrai, mais vous savez aussi que le train a servi à la mobilisation de masse militaire, donc à la conquête. Le train a servi à la déportation. Et donc, le train est aussi associé à cet autre visage de l'Europe. Et je crois qu'il y a eu une discussion autour de la Maison de l'Histoire de l'Europe sur le fait de prendre le train comme symbole. Hein, dans le cadre d'une exposition. Une exposition. Oui. Donc, et puis il y a eu une polémique aussi en Allemagne quand la Deutsche Bahn a voulu baptiser Anne Frank, un de ces nouveaux trains à grande vitesse. Évidemment que ça a fait polémique. Donc là, typiquement, voilà, sur 1886, j'ai essayé de raconter cette histoire ici. L'objet est décrit là, et puis la polémique autour d'Anne Frank est illustrée avec un tweet et des échanges de tweets. Et puis, voilà, on retrouve en 2 petites pages tout ce que je viens de vous dire. Merci beaucoup. Et c'est aussi, venant d'un musée, que ce soit un objet qui a l'air de rien comme ça, mais c'est vraiment, alors qu'en fait il en dit beaucoup et il veut dire beaucoup, c'est très intéressant. Alors la date que j'ai notée ensuite, c'est toujours pour vous, Léonard, et c'est aussi dans cette idée de la technique, mais qui en fait vient éclairer aussi l'histoire des institutions et l'histoire de l'intégration européenne, même si c'est avant la lettre. C'est le 1er septembre 1929. J'essaie de faire rapide. Le 1er septembre 1929, un concert extraordinaire est organisé pour célébrer les 10 ans de la Société des Nations. Alors, qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, ce concert ? Eh bien, il est distribué. C'est-à-dire que les instrumentistes sont répartis à travers l'Europe, chacun relié par un téléphone vers un central, où joue un pianiste, enfin le chef d'orchestre joue et donne la mesure aux instrumentistes qui sont répartis. Donc les instrumentistes reçoivent le signal par une oreillette. Le son de chaque instrument est envoyé vers le central où le chef d'orchestre contrôle ça, et puis surtout où on assemble les différents sons pour les réémettre. D'accord, vous me suivez? Donc vous avez les violonistes à Londres, la contrebasse à Berlin, je ne sais plus le détail exact, mais vous voyez, tous les instrumentistes sont ainsi répartis. Et les sons assemblés sont rediffusés en direct sur les berges du lac Léman, où on est le dimanche, et donc c'est la veille de l'Assemblée Générale. Comme là, on vient d'avoir l'Assemblée Générale de l'ONU, cette tradition d'avoir en septembre la réunion de tous les gouvernements du monde, elle date de la SDN. Donc, les journalistes, les chefs d'État et représentants, les délégations entendent ce concert, et autre chose qui le rend extraordinaire, il est en même temps diffusé live, en direct, par radio, partout à travers l'Europe. Donc il y a à Paris une station de radio qui a dit « Oui, d'accord, moi je diffuse ce concert ». Pareil en Suisse, pareil en Allemagne, en Autriche, etc. Alors, que nous dit ce concert de l'histoire de l'Europe? Ça, c'est l'événement que je raconte. D'abord,
on a là, au-delà du clin d'œil au concert européen de 1814 et du Congrès de Vienne, on a une première qui est la volonté de faire communier les Européens à travers un événement purement médiatique. C'est en fait un premier événement médiatique européen qui essaye de véhiculer l'idée d'Europe. Parce que, imaginez-vous les auditeurs, qu'ils soient sur le bord du Léman ou bien chez eux, ils entendent quelque chose dont ils savent que les autres Européens l'entendent au même moment. Donc, par le son et les images mentales, on essaye de créer cette communauté européenne. Alors, je n'ai pas dit, mais on joue du Bach, du Purcell, la musique qu'on dirait aujourd'hui classique, du répertoire européen. Plus un hymne à la Société des Nations qui est composé par le chef d'orchestre lui-même. Deuxièmement, qui est-ce qui fait tout, qui est derrière ce concert? Ça n'est pas la Société des Nations en réalité. Ça n'est pas non plus le gouvernement français qui s'apprête à faire une annonce importante. Vous savez, par la voix d'Aristide Briand, la France va proposer de créer une sorte de lien fédéral entre Européens. C'est considéré comme un des précurseurs, prémices de la construction européenne d'après la Seconde Guerre mondiale. Non, ce sont des organisations internationales méconnues qui se tiennent derrière ce concert, et donc des acteurs méconnus de l'histoire de l'Europe. D'abord, je ne donnerai pas leur nom parce qu'elles sont complexes, mais c'est l'Assemblée des opérateurs de téléphone européens. À l'époque, ce n'est pas des entreprises privées, mais essentiellement des opérateurs publics, donc l'ancêtre de France Télécom, enfin d'Orange, l'ancêtre de, vous voyez, tous ces opérateurs publics à l'époque, qui s'entendent sur des standards, et notamment des standards pour que la voix puisse traverser les frontières et que la musique puisse traverser les frontières. Et l'autre organisation, c'est l'Association des radiodiffuseurs européens, voilà, que nous connaissons encore aujourd'hui sous le nom d'UER, Union européenne de radiodiffusion, et on parlera de l'Eurovision. Voilà pour ce concert qui a là encore ses limites. Voilà, on crée une communion, il n'y a pas eu d'autres concerts de ce type, mais c'est un précurseur du concours européen de la chanson et d'autres formes de communion médiatique européenne. Et dans les visuels commentés à côté, il y a aussi, dont vous disiez qu'ils sont parfois un peu en décalage, mais qu'ils apportent, il y a aussi des choses intéressantes, y compris les festivals en temps de confinement, auxquels on ne peut pas s'empêcher de penser. Donc, merci beaucoup. Fabrice, si vous arrivez à... J'avais retenu pour la date en pleine Deuxième Guerre mondiale de 1943 pour les femmes conduites au Danemark. Oui, les femmes conduites au Danemark et en Europe. Pardon, je vais reprendre. Je vais essayer de reprendre. Non, mais je pense que c'est en parlant qu'elle va revenir. Ça permet d'aborder justement encore cette question de grande date ou pas, parce qu'évidemment, à propos des deux guerres mondiales, comme à propos d'autres événements, on parlait tout à l'heure des révolutions de 1830, nous avons eu cette discussion. Que choisir? On a eu un débat assez long sur Verdun, par exemple, dans la Première Guerre mondiale. Peut-on évoquer la Première Guerre mondiale sans parler de Verdun? On aurait pu l'avoir pour la seconde, pour Stalingrad ou pour le débarquement. Et nous avons fait le choix dans les deux cas de ne pas prendre ces dates. Elles apparaissent dans les on appelle petites chronologies. Ce n'est pas des petites chronologies, hein, vous comprenez bien. C'est montrer à quel point un événement, finalement, est élastique aussi dans le temps et a des répercussions par la suite. Et puis, à des éléments qui peuvent peut-être l'inspirer auparavant. Mais je reviens sur la Seconde Guerre mondiale. En fait, voilà un événement. Le fait que les femmes accusées d'avoir collaboré avec l'occupant soient tondues à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lors de l'été 1943 au Danemark, ce sera à nouveau en mai-juin 1945 au Danemark, mais dans toute l'Europe, au moment où les pays sont libérés, a une dimension qui est à la fois celle d'un événement très local. Ça peut être dans un village, dans un quartier,
les gens qui vont attraper ces femmes à qui ils reprochent leur comportement politique ou moral pendant l'occupation, d'avoir fréquenté les Allemands ou d'avoir travaillé pour les Allemands, les connaissent. On est dans un milieu de connaissance. On s'en prend à sa voisine ou à sa collègue. On s'en prend à la sœur d'un camarade. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement local. Donc on pourrait dire, qu'y a-t-il d'européen dans une histoire de village, de quartier? Et pourtant, ce qui est surprenant avec cette forme très spécifique de violence, prendre des femmes pour les tondre, ce qu'on ne fait pas aux hommes. On peut frapper des femmes, frapper des hommes lors de la Seconde Guerre mondiale. Les bombardements vont avoir des victimes, hommes et femmes. Les déportations, bien évidemment, aussi. La tonte a ceci de particulier, elle ne va concerner quasi exclusivement que les femmes. Et cette violence-là, ce geste-là, on le retrouve dans quasiment tous les pays européens. Je ne dirais pas dans tous les villages et toutes les villes européennes, mais dans tous les pays européens. Déjà un peu avant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre civile espagnole, mais au moment de la libération, je peux les énumérer quasiment tous. En France, alors c'est particulièrement connu, mais également en Italie, en Belgique, en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Union soviétique et en Ukraine, en Grèce, en Norvège, au Danemark, et je dois en oublier. Alors qu'est-ce que ça nous dit, ça? Je crois qu'on peut y voir deux choses. D'abord que ce geste de couper la chevelure, cette violence vis-à-vis des femmes, est un langage corporel qui est compris globalement par l'ensemble des populations. C'est-à-dire, quand on voit une femme tondue à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Tout le monde comprend que l'opprobre qui a été mis sur elle, c'est cette accusation d'avoir trahi, d'avoir été indigne de sa communauté, d'être passé du côté de l'occupant. Pourquoi est-ce qu'il y a cette compréhension? Parce que ce geste n'a pas été inventé en 1943. Il n'y a pas transmis, que ce soit sur Radio Londres, dans la presse clandestine danoise, une sorte d'invention de ce châtiment en disant « Eh bien, nous avons décidé qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, les femmes qui ont trahi seront tondues selon tel et tel procédé. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il est extrêmement difficile de comprendre pourquoi finalement cette violence se répand à ce point dans toute l'Europe. Il n'y a pas, on ne peut pas dire ça a commencé là, puis c'est venu ici, et puis comme la carte de la Grande Peur lors de l'été 1789 on avait pu faire. On a une langue corporelle commune sur l'ensemble du continent qui dit que les femmes qui ont fauté sont punies de cette manière-là. Et là, on peut faire appel à l'anthropologie et voir que ce type de violence était déjà utilisé dans la période médiévale pour châtier les femmes adultères, pendant au XVIIe siècle pour punir les prostituées. Si on remonte encore en amont, on remonte jusqu'à la Bible, à l'Ancien Testament, et les exemples de femmes dont on sacrifie ou on leur demande de se couper la chevelure ou de la masquer montrent que cette symbolique extrêmement liée entre le corps des femmes et la chevelure fait partie d'un imaginaire commun, qui a des variations, qui n'explique pas tout, parce que ça n'explique pas pourquoi c'est aussi massif en 43-44, mais qui fait que c'est compris par l'ensemble de la population européenne, et donc c'est un événement éminemment européen. Et en plus, vécu, c'est-à-dire la bataille de Stalingrad, ou le débarquement de Normandie, sont vécus par les populations qui vivent, les soldats qui s'y battent. Bon. Ça fait beaucoup de monde, mais on reste sur quelques centaines de milliers de personnes. Les tontes ont été vues, ou la femme tondue a été vue, par des millions et des millions d'Européens. Bien sûr, l'effet de chaque tonte sur le cours de la guerre est insignifiant. Mais l'effet sur les relations hommes-femmes de cette violence répartie à l'échelle du continent est bien plus importante, et c'est ce que je vais vous démontrer dans cette notice de 1943. Donc ce n'est pas une grande bataille, mais c'est une violence particulièrement répandue dans tout le continent. Et ce que vous dites à la fin, c'est que ce n'est pas quelque chose qui s'est diffusé de façon européenne, mais c'est ce moment où les femmes ont acquis la citoyenneté politique dans la plupart de ces pays. Oui. Dans cette relation homme-femme, c'est aussi une réaffirmation. Selon moi, ce qui se joue effectivement là, c'est une manière où, au cours de la première moitié du XXe siècle, partout les femmes ont acquis la citoyenneté politique
c'est-à-dire le droit de vote, on va leur dire à ce moment-là, certes, politiquement, vous avez obtenu la citoyenneté, mais vous n'êtes pas maîtresse de votre propre corps. Et nous, les hommes, continuons à garder le contrôle, et cette question du contrôle du corps des femmes va être finalement reportée d'une vingtaine d'années dans les années 60-70, autour des lois, et là aussi, on retrouve un peu partout en Europe, sur l'accès à la contraception, à l'avortement, le divorce, qui se retrouvent et se repèrent dans bien des pays européens à ce moment-là. Ça me permet de dire encore une chose, que toutes les notices dont on vient de vous parler, dont on va continuer à parler, chacune peut renvoyer à d'autres notices. Si nous étions en ligne, il y aurait des liens hypertextes partout qui permettraient de lire aussi comme ça. Alors là, nous ne l'avons pas fait, hein, mais cette question du droit de vote, c'est une date 1906, les Finlandaises qui sont les premières à voter. La muette, il y a l'équivalent pour d'autres notices qui prennent aussi cette dimension musicale hein, dans l'histoire, etc. etc. Concert. Le concert dont on parlait à l'instant, voilà, le lien où il était là. Donc voilà, c'est aussi cette architecture-là, finalement, que nous avons voulu mettre en place. Merci beaucoup, Fabrice et Julie. Alors je reviens vers vous, Catherine Aurel, pour peut-être octobre 1956. Voilà. Oui. Alors à nouveau une date qu'on attend, la révolution hongroise de 1956, où on aurait attendu Suez aussi, ça aurait très bien pu, même si ça n'est pas une date qui se déroule en Europe, mais qui implique bien entendu les Européens et qui fait résonance à la révolution de 1956. Donc 1956, on l'attend. Oui, voilà, grand moment de lutte anticommuniste en Hongrie avec l'intervention soviétique, des morts, des 200 000 Hongrois qui passent la frontière et qui se réfugient à l'ouest. On attend cette notice. Et en fait, donc elle y est, donc le début de la notice parle effectivement de la révolution de 1956, la remet dans son contexte avec la contestation en Pologne, etc. Donc explique pourquoi il y a une révolution en Hongrie en octobre 1956, parce que sinon on ne comprendrait pas de quoi on parle, mais la notice est traitée par le biais du correspondant de presse, par le biais du journaliste, du correspondant de guerre, aussi, correspondant de guerre, qui se trouve donc dans des lieux de conflit, où il ou elle va potentiellement risquer sa vie, et il y a un personnage, donc un journaliste français qui meurt à Budapest pendant la Révolution, donc qui est touché par un projectile et qui est rapatrié en France et il meurt le lendemain de son arrivée à Paris. Et donc la notice ouvre sur la figure du correspondant de guerre, essentiellement. Dans la chronologie, eh bien, on évoque par exemple la naissance de Reporters sans frontières. Donc on décale dans le temps et aussi dans l'espace finalement, parce qu'il est dit aussi en une ligne qu'au même moment se déroule l'opération de Suez et que là aussi il y a un reporter français qui y laisse sa peau. Donc une notice qui commence par une date où on se dit ah bah oui forcément la révolution hongroise de 1956, en fait, alors en parle bien entendu, mais parle d'autre chose. Donc, et d'une autre figure, et la page d'illustration, là aussi, se décale dans l'espace et dans le temps, puisque l'une des illustrations qui est évoquée, c'est l'assassinat de la journaliste maltaise Daphne Caruana, qui a été donc, parce que journaliste et parce que enquêtant, alors là c'est pas une correspondante de guerre, c'est une journaliste qui enquêtait sur des problèmes mafieux, des problèmes de corruption à Malte, et qui a été assassinée parce que journaliste. Alors que, bien entendu, Jean-Pierre Pedrazzini, qui meurt à Budapest en 1956, il est probable qu'il a pris une balle perdue, ce qu'on appelle une balle perdue. Il n'a probablement pas été visé parce qu'il était journaliste. Mais là, donc, on voit à quel point dans l'espace de l'Europe et dans le temps, la figure du journaliste comme trouble-fête, comme potentiellement, pour parler très vulgairement, fouille-merde, comme on dit, peut entraîner jusqu'à la suppression physique
du journaliste en question. J'aurais pu aussi évoquer un journaliste slovaque qui a également été assassiné parce qu'il avait mis le doigt sur des affaires de corruption qui impliquaient le Premier ministre slovaque. Donc, vous voyez, une notice qui part d'un événement attendu. 1956, tout le monde sait à peu près ce qui se passe, et qui choisit un éclairage donc, par le biais d'une catégorie de personnes que sont les correspondants de guerre. Merci beaucoup, Catherine Morel. Fabrice Leggeri, est-ce que vous voulez nous parler du 2 septembre 1965 ? Oui, le 2 septembre 1965, la Lisbonne est fermée, la maison des étudiants de l'Empire colonial. Alors, je dirai en deux mots ce qui se passe, mais auparavant, là aussi, une question qui se posait, c'est comment traiter la question des empires coloniaux et des indépendances, qui sont à la fois communs à un certain nombre de pays européens, tous n'ont pas eu un empire colonial, mais qui sont souvent étudiés du point de vue de chacun de ces pays. On étudie en France la guerre d'indépendance algérienne, la guerre d'Indochine, et chaque pays, finalement, envisage sa propre histoire de décolonisation. Et on voulait essayer de montrer, il s'avère qu'en fait, on peut aussi envisager ces événements comme une histoire où il y a justement des relations européennes, il y a une dimension transnationale. Et là, dans le cas de cette fermeture de Maison de l'Empire, la Maison de l'Empire, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait l'équivalent d'un pavillon de la cité universitaire, mais destiné aux étudiants venus des différentes parties de l'Empire colonial portugais, pour mémoire Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, île du Cap-Vert, oui, ça oui, Sao Tomé, d'accord. Mais en tout cas, voilà pour les plus importants, et qui, comme énormément d'étudiants des territoires colonisés, enfin énormément, non, mais un certain nombre, venaient faire leurs études dans des universités européennes. La Sorbonne a accueilli un certain nombre de ces étudiants, et en fait, dans la communauté de ces étudiants dans ces universités européennes, dans l'acquisition des savoirs en sciences humaines et ailleurs, dans la fréquentation et la rencontre de militants progressistes d'autres pays ou du pays dans lequel ils se trouvent, évidemment, le sentiment indépendantiste et la cause de l'indépendance est devenu quelque chose de particulièrement important. Donc un lieu qui est à l'origine censé consacrer l'empire colonial devient le principal lieu de contestation de ces étudiants venus d'Afrique contre l'empire colonial, et donc est fermé par la police politique portugaise, la PIDE, en 1965. Alors 1965, on est vraiment au moment où les autres pays européens, finalement, malgré eux ou volontairement ont accordé, ont dû céder l'indépendance à leur colonie. Le Portugal reste à ce moment-là la grande puissance coloniale, puisque ce n'est qu'en 1974, avec la révolution des œillets, que ces pays accéderont à l'indépendance. Mais il est intéressant d'observer que pendant ces 10 années, pratiquement, les Portugais qui veulent échapper, parce que la conscription, il y a 1 million de jeunes Portugais qui sont envoyés faire la guerre, en Angola, au Mozambique, entre autres, fonctionnent aussi à travers des réseaux européens. Les réseaux d'émigration économique vont aussi fonctionner à ce moment-là comme des réseaux d'émigration pour échapper à la conscription. Parce qu'on a de la famille en France, par exemple, on va pouvoir plus facilement échapper et aller en France. Donc il y a une partie de jeunes Portugais insoumis, c'est-à-dire qui refusent de partir faire le service militaire dans les colonies, qui vont s'échapper avant. Il est évidemment plus facile de s'échapper du Portugal que de s'échapper d'Angola ou de Mozambique une fois qu'on a été envoyé là-bas. Néanmoins, il y a aussi plusieurs dizaines de déserteurs de l'armée portugaise coloniale qui vont s'échapper une fois sur place et vont rejoindre Alger, qui, après l'indépendance, devient un lieu, finalement, qui regroupe les indépendantistes avec une grande
animation et agitation politique, et puis un lieu d'accueil pour ces Portugais qui ont déserté et qui ensuite, d'Alger, vont éventuellement aller en France, en Suède ou aux Pays-Bas. Donc on voit ici finalement une sorte, non pas une internationale anticolonialiste construite, mais bien des réseaux qui permettent de s'y opposer. En face, plusieurs documents. Le film Avoir 20 ans dans les Aurès, donc vous avez l'affiche ici, qui lui nous parle de l'Algérie française, justement d'un jeune soldat, un jeune breton, qui est envoyé pendant la guerre d'Algérie, qui lui va déserter, effectivement. Et c'est cette histoire-là qui est racontée là, pour montrer ces similitudes. Autre similitude assez extraordinaire entre le Portugal et la France. En 69, 2 églises sont occupées au Portugal par des jeunes insoumis chrétiens, une à Porto et l'autre à Lisbonne. Et je ne sais pas s'ils en ont conscience, mais ils font exactement la même chose qui avait été faite à l'église Saint-Séverin, qui est alors juste derrière, je montre là, mais c'est peut-être là, je ne sais pas où on est placé. Enfin, quand vous descendez le boulevard Saint-Michel à droite, vous avez l'église Saint-Séverin. Et bien, sachez que pendant la guerre d'Algérie, elle a été occupée par des jeunes du contingent qui devaient être envoyés en Algérie, qui occupent l'église en disant: nous sommes les fils de nos pères qui ont fait la résistance, nous sommes dignes d'être des soldats, mais nous ne voulons pas faire cette guerre-là, nous refusons de la faire, à l'église Saint-Séverin. Et bien, ce geste-là, 10 ans plus tard, un peu plus, est fait de la même manière quasiment par les jeunes Portugais qui refusent aussi cet engagement. Donc on le voit là, pas de lien explicite, pas une histoire commune qui a été écrite, mais des relations qui montrent ces résonances justement, ces réseaux qui se constituent en dehors des initiatives étatiques, là, mais à travers ceux qui ne veulent pas participer à ces guerres coloniales. Merci beaucoup. Il nous reste 2 dates et elles sont pour vous. Donc, voilà, non. Il fallait mieux rester au Québec. Je sors de ma zone de confort du 19e pour aller vers le... C'est ça, j'ai poussé les deux. Il se trouve que c'est 1979 et 1980. Je vous laisse. Eh bien, merci. On va essayer de les enchaîner. Donc, en fait, vous l'avez compris, on l'a dit et répété, il ne s'agissait pas de faire de l'histoire téléologique. Chronique de l'Europe, on pourrait s'imaginer, et d'ailleurs certains auteurs qui s'y sont essayés, aboutissent à la construction européenne, comme si elle était coulée dans le marbre. Non, l'histoire n'est pas écrite, on ne sait pas ce qui va advenir. Alors, d'un autre côté, en même temps, si j'ose dire, il ne s'agissait pas d'occulter cette construction européenne, mais sans prendre les dates qu'on peut retrouver et qu'on présente comme canoniques. 1950, le traité de la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. 1954, le refus de la Communauté européenne de défense. 1957, la fondation la création du traité de Rome. 1986, l'acte unique. 92, Maastricht. Ou 2008, le traité de Lisbonne. Et on a donc choisi, en commun accord, 1979, qui présentait à nos yeux un grand intérêt, puisque c'est la première élection au suffrage universel direct de l'Assemblée européenne, avec à sa tête un président élu, et il se trouve que ce président est une femme. Vous avez vu que les femmes sont très présentes dans notre ouvrage, on les a évoquées avec Fabrice, mais on a ouvert notre livre, la première date qui ouvre le livre, c'est 1405, Christine de Pisan, La Cité des Dames. Et donc, en 1979, c'est Simone Veil qui a été élue première présidente du Parlement européen. Alors les choses n'étaient pas acquises, loin s'en faut, d'abord parce que Simone Veil n'était pas une femme politique, elle n'avait aucun mandat politique avant de se présenter tête de liste UDF, le nouveau parti du président Valéry Giscard d'Estaing, en 1979. Elle a eu bien évidemment une fonction politique mais non élective, puisqu'elle avait été ministre de la Santé et avait porté en 1975 quelque chose qui tenait beaucoup au cœur du président Giscard d'Estaing, c'est-à-dire l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Et le président Giscard d'Estaing a trouvé que présenter Simone Veil en 1979 comme tête de liste pour l'UDF aux élections européennes était particulièrement pertinent, car elle était un symbole. Symbole, bien évidemment, de la réconciliation franco-allemande, ce qu'elle ne mettait pas elle-même en avant, elle ne l'avait jamais mis en avant. Il faudra attendre la publication très récente de sa biographie « Une vie » pour découvrir un petit peu son passé. On le connaissait, mais ce n'est pas elle qui le racontait, c'était les autres qui le racontaient pour elle.
Giscard d'Estaing l'a un petit peu, je dirais, instrumentalisé dans cette élection. Il se trouve que, contre toute attente, l'UDF a gagné en France les élections parlementaires pour l'Union européenne en 1979, avec un quart à peu près des voix. Je rappelle qu'on est dans un contexte de division majeure de la droite à ce moment-là, puisque Jacques Chirac, qui était le Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, a quitté le gouvernement et mène une campagne très hostile en fait à la communauté économique européenne. C'est l'appel qu'il lance depuis son lit d'hôpital de Cochin en parlant du parti de l'étranger pour annoncer tous ceux qui veulent une intégration européenne. Et donc les choses n'étaient pas gagnées. Contre toute attente, Simone Veil gagne ces élections. Mais elles ne sont encore pas gagnées après, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la droite est minoritaire dans ce Parlement qui est élu en 1979. Simone Veil est une femme de droite. Et que par ailleurs, deuxième raison, il pourrait y avoir un vote de solidarité des femmes en sa faveur. Mais les femmes sont ultra minoritaires en 1979. Il n'y a que 15% de femmes au Parlement européen. Les choses ont évolué dans le bon sens. Je dirais, nous sommes à 40% aujourd'hui. Pas la parité, mais on s'en approche. Et donc, qu'est-ce qui va permettre à Simone Veil de l'emporter? Eh bien, soyons objectifs, disons la réalité, la division de la gauche, puisqu'en fait, il y a 3 candidats, soit socialistes, soit communistes. Et donc, les voix, je crois que c'est un Espagnol et 2 Italiens, les voix vont se diviser entre eux, et la droite minoritaire va réussir à promouvoir donc Simone Veil à la présidence. Alors il y a une chose très très rigolote que j'ai découverte en préparant cette notice, c'est que figurez-vous qu'avant que la présidente élue ne soit investie, ne prononce son discours d'investiture, il y a comme dans toute assemblée, si j'ai rédigé cette notice c'est parce que je suis un historien du parlementarisme, ce qu'on appelle le président d'âge, qui préside aux premiers travaux de la première séance. Et il se trouve que c'est une femme, elle n'était que 15%, mais c'est une femme qui était présidente d'âge, c'est Louise Weiss, la très très grande journaliste. Donc il y a là un symbole, en plus c'est une féministe, et Simone Veil va lui rendre hommage dans son discours. Son discours où elle n'évoquera pas le fait qu'elle est issue des camps rescapés des camps de la mort, mais où elle mettra en avant le fait par contre qu'elle est une femme. Ah, et j'enchaîne donc directement, sans transition, avec quelque chose peut-être d'un petit peu plus drôle, quoique, le concours Eurovision de la chanson. Pourquoi diable s'intéresser au concours Eurovision de la chanson quand on est un historien sérieux? Parce que j'ai toujours été fasciné, par la géopolitique de ce concours, et on l'a encore vu cette année, puisqu'il ne vous a pas échappé que c'est l'Ukraine qui a gagné. Alors je ne porterai pas de jugement de valeur, je ne sais pas si vous pensez que la chanson était la meilleure, mon petit doigt me dit qu'en fait l'Ukraine a gagné en grande partie parce qu'il y a la guerre que vous connaissez tous avec la Russie d'ailleurs qui a été, je m'empresse de dire, exclue du concours. Alors cette géopolitique a existé dès l'origine. Tout à l'heure, tu évoquais, Léonard, l'UER qui a été fondée en 1950, c'est l'Union européenne de radiodiffusion, et son idée a été de promouvoir par de très très grands projets l'union pacifique des peuples européens. Et en 1955, l'idée a été de créer un concours de la chanson européenne, quoi de plus pacifique que de chanter. Et le premier concours a eu lieu en 1956, il a été réservé uniquement aux pays occidentaux de l'Europe, 7 pays en l'occurrence, mais il a intéressé très très vite en fait les pays du bloc de l'Est. On était pourtant en pleine guerre froide. À côté de l'Eurovision, ils ont créé leur propre association qui s'appelle Intervision. Un petit peu jaloux, ils ont créé leur propre concours de musique, le concours de Sopot en Pologne. Notez d'ailleurs au passage que ce concours était ouvert aux Occidentaux. J'ai le souvenir personnellement que ça doit être en 1972, Robert Charlebois a gagné le concours avec Ordinaire. Très belle chanson, Ordinaire. Bon, revenons à nos moutons. Je vous disais, la géopolitique a toujours été présente. Je vais vous donner 1 ou 2 exemples. Israël, en 1973, c'est le premier pays extra-européen à participer à ce concours, car pour participer à ce concours, il ne faut pas être forcément un pays d'Europe, il faut adhérer à l'Eurovision. Alors au départ, Israël présente des chansons qui ne sont pas très bonnes et n'est pas très bien classée. Je vais revenir à Israël dans un moment. Mais entre-temps, éclate l'invasion de Chypre par la Turquie.
Et il se trouve que la Turquie et la Grèce étaient présentes au concours Eurovision et ne voulaient plus, à partir de cette invasion, participer en commun au concours. Et on a vu, entre 1973 et 1978, les deux pays alterner. Un coup, c'était la Turquie qui participait, et l'autre, c'était la Grèce. Alors, j'évoquais Israël, revenons à Israël. 1978, Israël présente une très belle chanson, Abanibi, et Abanibi remporte le concours. Alors là, c'est une catastrophe parce que le concours est retransmis dans les pays arabes, et un certain nombre de pays arabes, quand la chanson d'Israël est diffusée, coupent le signal. Et ça va aller encore plus fort, puisque deux pays arabes, dont la Jordanie, au moment du proclamé des résultats, vont carrément couper l'antenne, puis après la journaliste officielle de la télé jordanienne va la reprendre, en prétendant, énorme fake news, que c'est la Belgique, arrivée deuxième, qui a gagné le concours. Vous imaginez un petit peu. 79, rebelote avec une belle chanson de paix, Alléluia. Et c'est de nouveau Israël qui gagne le concours. Alors simplement, on ne peut pas faire organiser 2 fois de suite à Israël le concours. En 1980, on l'organise aux Pays-Bas. Et pourquoi est-ce qu'on l'a organisé aux Pays-Bas? Parce que les pays arabes, un certain nombre de pays arabes, ont voulu faire un geste en direction de l'Europe. Et en particulier le Maroc, du roi Hassan II, qui voulait se rapprocher d'un certain nombre de pays européens et qui a décidé pour la première fois d'envoyer une chanteuse d'un pays arabe à l'Eurovision. C'est cette histoire que je raconte de ce concours de 1980 qui peut paraître, donc vous le voyez, par certains côtés anecdotique, mais en même temps, quand on tire les fils, extrêmement intéressant. Alors pour essayer de séduire le public, la chanson a tous les canons, les standards de la pop musique européenne. Elle a été composée par un compositeur français, le chef d'orchestre est français, l'orchestre est européen. Simplement, les paroles, elles sont arabes. Je ne me risquerai pas à vous donner le titre en arabe, mais en français, ça veut dire « carnet de paix ». Donc vous voyez l'image que ça véhicule. Malheureusement, les pays, vous savez que c'est les pays européens qui votent pour les différentes chansons. La chanson arrive 18e sur 19e. Sur 19, pardon. 19 concurrents. Alors là où c'est intéressant, et je vais terminer rapidement, c'est que là on a le Maroc. Le Maroc, jusqu'à preuve du contraire, ne fait pas partie de l'Europe. Israël ne fait pas non plus partie de l'Europe. Le vainqueur cette année-là, pour l'Irlande, est un Australien. Il s'appelle Johnny Logan, avec une chanson qui s'appelle What's Another Year. Très belle chanson, je vous invite à l'écouter sur YouTube. Mais, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'Australie, en 2015, a à son tour concouru, et ça donne une audience bien évidemment phénoménale à ce concours. Ça explique aussi pourquoi il y a des enjeux politiques très très forts derrière, puisque c'est l'événement le plus visionné avec la Coupe du Monde de football, le Festival de Cannes et les Jeux Olympiques. Vous avez 600 millions de téléspectateurs en moyenne qui regardent cet événement. Et puis dernier élément, suppression le bloc de l'Est, le mur s'effondre, et donc intégration des pays de l'Europe de l'Est. À partir de 1993, Intervision et l'Eurovision fusionnent, et vous avez tous les pays de l'Est qui intègrent ce concours Eurovision. Ça vous explique pourquoi maintenant il y a des demi-finales avant la finale, puisqu'il y a 50 et quelques participants. Quasiment tous les pays d'Europe, je crois. Voilà. Merci beaucoup. Et je dois dire que dans l'ensemble, je crois que c'est moi qui ai proposé, suggéré un peu ces dates. Et c'est vrai que à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de faire des liens, de voir, ça vient aussi de ce que nous, on fait au musée. Et dans le cadre de l'Eurovision, c'est parce que dans nos nombreuses discussions sur les sujets d'exposition temporaire, puisqu'on a une exposition permanente à la Maison de l'Histoire européenne, mais aussi un espace pour les expositions temporaires, c'est une proposition qui revient régulièrement et on se pose souvent la question, est-ce qu'on devrait... Voilà. Donc et je vous signale, parce que je m'étais renseigné pour le livre, il y a une thèse en cours sur la géopolitique du concours Eurovision. C'est fascinant. C'est l'Europe, les relations de l'Europe et du monde, donc c'est très intéressant. Donc c'était un peu ce que je vais être vraiment très brève, je vais pas rentrer dans une présentation très en détail du projet de musée, parce que c'est pas le propos aujourd'hui, puis il faut qu'on garde quand même une demi-heure pour la discussion. Mais simplement pour dire que je trouve ça très stimulant, cette possibilité justement à travers ces dates de comparer un projet de livre, un projet de musée. Alors
clairement une exposition n'est pas un livre, on n'obéit pas aux mêmes règles, on n'emploie pas les mêmes moyens, les mêmes méthodes, on ne s'adresse pas au même public non plus. On a un public beaucoup plus vaste quand même quand on pense un musée, quand on pense une exposition, même si c'est une exposition d'histoire et un sujet aussi vaste que l'Europe. Et on n'a pas du tout la même expérience dans ce cas de lecture. Si je prends plus le point de vue des visiteurs, il faut se dire que voilà, c'est un parcours sur 6 étages en l'occurrence dans notre musée. Et on a une exigence de montrer plus que de dire aussi. C'est vraiment le pouvoir des objets et de ce qu'on va montrer qui prime. Et du coup, une contrainte assez forte de réduire, d'abréger, de limiter, de couper, de faire des phrases de pas plus de 80 caractères. Et quand on avait, en 2017, à la Maison d'Histoire Européenne, on avait, donc c'est l'année où le musée a ouvert à Bruxelles, et c'est aussi l'année où il y a eu une autre publication, je pense que c'est l'année de publication Europa Notre Histoire, qui est un autre ouvrage assez monumental de plus de 1000 pages, avec aussi cette approche collective, multiples perspectives, etc. Et quand on avait fait ce dialogue avec les auteurs d'Europa Notre Histoire, on avait un peu insisté sur ce fait que nous, on est très contraints par l'espace, donc par la taille, par ce genre de limitation, par rapport à ce qu'un livre peut permettre. Mais je dois dire que avec les chroniques de l'Europe, je trouve qu'on est plus dans ce format ramassé qui se rapproche plus, avec aussi l'idée des visuels commentés. Et je me prenais même à imaginer un parcours, c'est complètement frais de mon imagination, mais un parcours dans notre musée, dans notre exposition permanente sur l'histoire de l'Europe, où les dates des chroniques de l'Europe pourraient venir éclairer différemment certains des événements, des phénomènes, certaines des périodes dont on traite, avec un objet, un visuel, parce que c'est vraiment cette idée d'éclairage, cette idée de... Donc par exemple pour 1830, on a une grande vitrine, pour vous donner un exemple, qui traite de l'élan révolutionnaire démocratique et national des années 1830-1840, où vraiment on essaie justement de montrer le fait que ça a été quelque chose qui a eu lieu, qui s'est passé dans différentes régions d'Europe. On a un des objets dans cette vitrine, c'est la constitution de la Belgique, et on aurait quelque chose de très intéressant à faire autour d'un objet. 1979, c'est un de ce qu'on appelle nos jalons de l'intégration européenne. On y parle essentiellement de la première élection au suffrage universel, mais on mentionne bien sûr le fait que Simone Veil est élue, mais apporter cet éclairage à travers la personnalité elle-même. Donc c'est il pourrait y avoir un dialogue effectivement très, très, très fécond entre ces deux projets-là, et puis aussi des problématiques et des enjeux communs. Et des choses similaires dans le processus. J'avais retenu 3 choses dont je voulais parler, mais ça pourra revenir dans la discussion. C'est la dimension collective, le fait que créer ce musée d'histoire de l'Europe, ça a aussi été un travail collectif. Et alors la dimension collective, elle est ici particulièrement forte dans le recrutement pan-européen. Donc on est vraiment une équipe multinationale, et ça c'est vraiment dans l'ADN de ce projet et donc de l'équipe, avec on est une équipe d'environ 40-45 personnes et plus de 20 nationalités, et y compris dans les historiens, les historiennes qui sont vraiment, qui définissent les contenus. On essaye vraiment de brosser large et de couvrir, et tout le monde tous les gens qui ont été impliqués dans ce projet, surtout depuis le début, quand les choix narratifs ont été faits, disent qu'ils ont été transformés aussi dans leur pratique historienne, dans leur pratique muséale, dans leur pratique éducative aussi, par ce travail en commun avec des gens qui viennent d'autres traditions historiennes, donc ça c'est cette dimension collective qui en plus est encore élargie dans le cadre de notre projet, avec le fait qu'on travaille alors d'un côté avec d'autres musées, d'autres collections auprès desquelles on emprunte ou on acquiert certains des objets qu'on présente. Et puis, de l'autre côté, on a aussi une exposition dans les 24 langues de l'Union européenne. Donc, on travaille avec une armée de traducteurs et de traductrices sur nos textes d'exposition
Donc on a encore du collectif qui se déploie de cette façon aussi. La deuxième chose que je voulais mentionner, c'est cette question du récit. Comment mettre en récit le passé européen, en l'occurrence dans le cadre d'une exposition. Et là, on a eu aussi, nous aussi, des cadrages à faire, bien évidemment. Cadrage géographique, donc on est vraiment dans l'Europe comme continent et l'Europe en relation avec le monde. Et on n'est pas seulement sur l'Union européenne, malgré l'origine institutionnelle assez marquée du projet, puisqu'on est un projet du Parlement européen. On est une initiative du Parlement européen. Mais un musée vraiment de l'histoire de l'Europe comme continent. Cadrage temporel aussi, donc c'est un musée d'histoire récente de l'Europe, en tout cas pour ce qui est de l'exposition permanente. Et puis ensuite, toutes sortes aussi de choix, bien sûr, sur quel phénomène aborder, quel fait présenter à un public aussi large que possible, puisque l'idée c'est vraiment de s'adresser à des gens qui ne sont pas des spécialistes, qui ne sont pas donc on peut avoir aussi bien dans nos publics des scolaires, beaucoup d'écoles secondaires des pays, essentiellement les pays limitrophes, les pays voisins, mais donc c'est quelque chose qui est très présent dans les programmes, mais ça peut être aussi des touristes qui viennent faire l'Europe en 2 jours à Bruxelles, et ça va être 2 heures dans leur programme, donc voilà, c'est vraiment un gros défi de toucher un public aussi large. Et donc on a eu et on continue à avoir beaucoup de discussions aussi sur comment mixer le chronologique et le thématique, cette question des dates, bien sûr. Alors, je pense que dans le cadre, et pour les raisons que j'expliquais, nous, on n'a pas cherché à laisser de côté les dates canoniques, mais je pense que par le fait que c'est aussi un traitement différent dans l'espace, on les traite plus comme moments charnières, comme période clé, on est plus dans cette approche-là. Pour l'intégration européenne, l'histoire de l'intégration européenne, là on a sacrifié à cette idée de date jalon. On a vraiment des vitrines qui sont chacune avec une date qu'on a définie. Donc ça c'est pour la partie après 45. On commence avec 1948 et on continue jusqu'à 2009, puis ensuite ça s'élargit. Mais donc là on a une date égale un événement, égale un jalon dans l'histoire de l'intégration européenne. Sinon, on est plus sur un traitement de périodes, de moments charnières plutôt que de dates spécifiques. Voilà, je pense que c'était les choses. Et puis alors cette fameuse question du sens européen, qu'est-ce qui fait d'un événement, d'un fait, qu'est-ce qui lui donne sa dimension européenne? Alors là encore, il y a cette approche, ce qui se passe en Europe est européen. On est allé un peu au-delà de ça, nous aussi, et aussi avec une idée vous avez parlé d'un triptyque, on a une sorte un trio de critères qui nous permet de faire des choix, des décisions, d'arbitrer et de décider un peu de ce sur quoi on va s'attarder. Et c'est l'idée quelque chose qui a émergé, qui tient son origine en Europe, quelque chose qui s'est répandu dans toute l'Europe, ou en tout cas une grande partie de l'Europe, et puis qui a encore aujourd'hui une signification en Europe, qui résonne encore aujourd'hui avec... voilà, donc ça c'est un peu un point de départ pour décider, mais comme on dit toujours, et ce serait c'est le cas pour vous aussi, une autre équipe aurait fait une autre exposition. C'est aussi un contexte, et c'est aussi des choix, des désaccords parfois, mais qui sont aussi très fructueux et qui amènent à un projet qu'il faut. Alors, est-ce qu'on a réussi, par exemple, à éviter le piège du roman continental? Je pense que vous avez utilisé même cette expression dans votre introduction. Est-ce qu'on donne à voir et à comprendre? Ça, je crois qu'il faut venir et en juger par vous-même. Mais en tout cas, c'est vraiment un défi, un beau défi, et quelque chose quand je participe à ce genre de discussion, c'est très stimulant, parce que ça réveille toutes ces problématiques et toutes ces questions de transmission, en fait, et de ce qu'on voudrait faire passer à un public, en l'occurrence, le plus large possible, à travers une exposition. Voilà.
en quelques mots, quelques Alors, pistes. on est à votre disposition. Pour venir et pour... Mais je vois déjà mes collègues qui me disent qu'il y a déjà beaucoup de contenu et qu'il faut pas, mais je trouverais ça vraiment, vraiment intéressant. Donc maintenant, je pense que je vais vous laisser la parole, vous inviter à réagir, peut-être à poser des questions, à revenir sur certaines dates si vous le voulez. N'hésitez pas, on a encore une petite vingtaine de minutes. Oui. Pourquoi commencer en 1405 seulement? Alors, vous voulez que je réponde? Oui. On peut répondre chacun d'entre nous. On a eu longtemps cette discussion. L'encyclopédie, en gros le projet Labès, écrire une histoire nouvelle de l'Europe, part, pour dire les choses vite, de la Renaissance et de l'humanisme. Parce que on voulait quand même partir du moment où l'idée européenne, non pas l'Union européenne, mais l'idée européenne, se construit et que les changements qu'on a au XVe siècle, c'est-à-dire la prise de Constantinople par les Turcs d'un côté, qui finalement c'est la fin de Rome du côté oriental, l'ouverture avec le premier voyage de Christophe Colomb, font que le rapport des gens qui sont sur ce continent avec l'ailleurs est modifié. Et puis, ça va de ce moment-là aussi où, je crois qu'on l'évoque dans l'introduction ou alors dans un autre texte, la question des héritages. Bien sûr qu'il y a une conscience d'héritages qui sont plus anciens. L'Europe, si l'idée européenne se développe au XVe, XVIe, les héritages sont plus anciens. Et on dit clairement, il s'agit pour nous d'héritage et pas de racines. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui serait de l'ordre du biologique, de l'essentialisé, mais bien de... Le problème des héritages, c'est qu'ils sont, d'une certaine manière, réinventés en permanence. L'héritage classique, d'une certaine manière, il date davantage du XVIe, du XVIIe que du Ve siècle avant Jésus-Christ. C'est le moment où on va le réintégrer dans cette histoire commune. Et ça ne cesse de fonctionner comme ça tout au long de la période. Alors, je n'ai pas répondu à la question. Donc, nous voulions une date qui ne soit pas une grande date. Donc, il faut d'une certaine manière, cette première date ne soit pas une date fondatrice. Et nous l'avons pensé comme ça, je crois que c'est une des premières lignes. C'est un peu paradoxal de dire, voilà, on a choisi 1405, mais elle n'est absolument pas fondatrice. Nous avons voulu choisir une date qui finalement... On a eu une hésitation et un débat avec la création de la Sorbonne, 1257. De l'université de Bologne. Ah non, de Bologne alors. Bologne. Ah, 54, non, c'est 3 ans avant, c'est ça? Ah non, c'est 1183. Oui, voilà. Je crois. Bon, parce que processus de Bologne, ça renvoyait à quelque chose. Oui, tu as raison, tu as raison. Et les Bologne, la Sorbonne, Salamanque, qui sont Voilà. les 3 universités qui se disputent pour savoir laquelle est la première. À Bologne, c'est évidemment Bologne, et puis ici, on explique que Bologne, c'est pas vraiment une université, que c'est votre ici. Enfin bref, quoi qu'il en soit, que ce soit Bologne ou Sorbonne, il y a un côté un peu autocentré. Donc finalement, c'est 1405 qui l'a remporté, après un lobbying actif de certains membres de notre équipe. Je plaisante. Parce qu'il y avait quelque chose qui nous intéressait aussi dans cette date-là. Donc Christine de Pisan a écrit La Cité des Dames, qui est, pour l'époque, on est dans une bibliothèque, c'est bien d'avoir l'occasion d'en parler, un best-seller, 27 manuscrits connus, on est avant l'imprimerie. C'est une Vénitienne qui écrit en français cet ouvrage où des femmes vont justement construire une cité pour pouvoir apprendre, se former, parce que la critique de Christine de Pisan est ce qu'on appelle le début de la critique de la querelle des femmes, c'est-à-dire sur la place des femmes dans nos sociétés. La querelle des femmes qui n'est pas terminée. La dernière date de la chronologie qui est en bas, c'est le XIIe siècle de Simone de Beauvoir. Mais l'idée que dans cette cité des dames, ces femmes font œuvre de bâtisseuses, construisent aussi un récit lié au savoir, et ce décalage faisait que c'était une manière aussi pour nous de dire que nous faisions, pas de la même manière que Christine de Pisan bien évidemment, mais aussi cette œuvre de construire, de proposer une autre histoire différente que celle qui avait été faite. Christine de Pisan, son ouvrage est très connu au XVe, XVIe siècle, complètement oublié ensuite, réapparaît légèrement au XIXe siècle, mais dans une critique très misogyne, en disant que ça ne vaut rien, voilà, et reconnaît une certaine postérité, et en fait, sa postérité actuelle, avec
les années 70, le mouvement féministe, et c'est à ce moment-là, dans les années 80-90, c'est récent, hein, que la plupart des traductions dans les différentes langues européennes sont faites de cet ouvrage. Donc voilà pour 1405, pour la première date. C'est toujours compliqué le démarrage et le moment initial. Nous c'est dans la première partie de l'exposition, on a cette section sur dessiner le profil de l'Europe. Et alors là, le pas de côté qui avait été décidé, c'était plus passer par la mythologie avant de rentrer dans l'histoire. Et donc on parle du mythe d'Europe. La toute première vitrine que le visiteur découvre, c'est l'histoire de la princesse Europe et comment elle a été interprétée, réinterprétée dans la littérature, par la politique, etc. Et ça, on l'avait fait dans un autre ouvrage, donc on ne voulait pas refaire D'accord. l'Europe des femmes qui est là-bas. Et puis la dernière aussi, on avait réfléchi. Hein, c'est ce que j'allais dire. Le début a été compliqué et le choix de la dernière date a aussi été très très compliqué. Alors plusieurs raisons, on va dire, logiques et d'autres un peu moins logiques ont présidé à ce choix. Le Brexit. Pourquoi ? Parce que le Brexit, ça nous permettait de montrer justement qu'on n'était pas dans une lecture, on va dire, téléologique, aboutie vers une Union européenne qui soit intangible. Ça, c'est le premier élément. Et il y avait une forme, je sais avoir prêché pour ça, une forme d'hommage que nous voulions rendre au fondateur du LABEX, qui est Éric Bussière. Et c'était un geste aussi qu'on voulait faire, de lui faire conclure le livre. C'est lui qui écrit la notice. C'est lui qui écrit la notice. Quant au Covid, nous avons pensé ce livre avant, on a continué à l'écrire avec, on s'est débrouillé, et voilà, mais il est mentionné pour 1899, qui est le retour de la peste en Europe. Il y a une épidémie à Porto, et donc on le met dans la chronologie du bas, parce que ça aurait été un autre événement possible. Il est là. Comment ? La violence des femmes pendant le Covid. Aussi. Oui, dans la notice sur la Convention d'Istanbul. C'est la fiche polonaise. Oui, exactement. Autre question ou réaction? Une curiosité sur une autre date? Non? Oui, allez-y. Je me lance. Je veux juste intervenir sur sur ce que vous aviez dit justement sur les opéras. Je sais qu'il y a l'exemple du Royaume de Naples. Donc c'est pour le public, s'ils veulent s'intéresser, il y a une thèse de Mélanie Traversy, Gouverner l'opéra, qui justement fait le lien entre la politique et l'opéra, si ça peut intéresser le public. Et après je voulais juste revenir sur l'intervention de M. Virgili sur la citoyenneté politique des femmes. Je sais qu'il y a un historien du droit qui a écrit un livre sur l'histoire des droits des femmes en Europe, c'est M. Alperin, Jean-Louis Alperin. Donc, qui est professeur ici. Oui. Donc, pour le public, s'ils veulent s'informer ou lire le livre, il est très intéressant parce que quand même il discute sur une vision très juridique et aussi politique de l'identité féminine en Europe en général, et c'est très intéressant d'avoir aussi une vision un peu d'un historien du droit qui a une vision très juridique et aussi une vision d'histoire politique et aussi sociale. Donc, par exemple pour le droit des votes pour les femmes, donc ça peut être intéressant. Sur vous avez peut-être remarqué en feuilletant l'ouvrage qu'il n'y a pas de bibliographie. Ça a été donc là aussi un choix de ne pas indiquer pour chaque notice ou à la fin de l'ouvrage une orientation bibliographique qui serait devenue quelque chose, alors forcément de lacunaire et d'énorme de toute manière, parce qu'on aurait eu pour toutes ces notices forcément un nombre très important de repères bibliographiques. Mais en ce qui concerne l'opéra et le chant choral en général, il y a le livre de Didier Francfort, Le Chant des Nations, qui qui accorde une grande place à ces problématiques, puisqu'il montre justement comment les associations chorales font partie de la construction de l'identité nationale par l'implication des membres de ces associations dans le chant. Et puis l'un des exemples qui est évoqué dans la notice, c'est Wagner, évidemment, avec les querelles nationalistes que cela peut déclencher dans toute l'Europe.
Bien entendu, il n'y a pas que les wagnériens et les anti-wagnériens français, c'est beaucoup plus large que ça. Et il y a effectivement des thèses. Moi, j'ai même eu aussi un doctorant qui a fait une thèse sur l'opéra hongrois. Donc voilà, c'est un champ de recherche qui est très actif. Peut-être juste cette remarque sur la bibliographie, ça me fait penser à... Parce que c'est encore un élément, enfin j'ai souligné le format ramassé, mais c'est encore un élément qui montre que c'est un peu autre chose que peut-être qu'un ouvrage universitaire plus classique. Et du coup, je me pose la question du public de cet ouvrage. Je ne sais pas si vous avez déjà... Maintenant, ça fait combien de temps qu'il est publié? C'est encore tout récent, mais... 9 mois maintenant. Oui. Et je me dis que c'est peut-être par rapport à des ouvrages beaucoup plus massifs. C'est plus, je sais pas. Moi, par exemple, très concrètement, j'ai défendu sa mise entre... On a un tout petit magasin à la sortie du musée et on a une gérante qui est très, très motivée, mais qui vraiment veut des choses qui attrapent l'œil, donc elle a cette collection... le guide xénophobe des nationalités, enfin, des choses un peu limites aussi quand on est dans une approche. Et donc, mais donc c'est quelque chose que j'ai pu lui présenter et où elle pouvait se dire, parce que souvent on lui apporte des espèces de tomes. Donc je ne sais pas si vous, en tant qu'auteur, vous avez forcément réfléchi au public que vous voudriez toucher avec... est-ce que c'est plus les mêmes publics que les publics de l'encyclopédie en ligne, ou bien est-ce que c'était... Là, en fait, on voulait se distinguer de toute façon des grandes sommes sur l'histoire de l'Europe qui venaient de sortir. Ensuite, on était dans une équipe très hétéroclite, d'historiens, des techniques, d'une ère géographique, politique, culturelle, etc. Et donc, il fallait trouver, rassembler toute cette hétérogénéité. Mm-hmm. Donc, c'était compliqué, en fait, d'avoir un récit continu. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a pris des dates. Encore une fois, il y a 124 dates de 1400 à 2000. Voilà, donc vous voyez qu'il en manque un paquet quand même. Et donc, pour ne pas avoir ce récit continu, mais pour rendre l'objet attractif et effectivement essayer de faire partager cette histoire, on a mis beaucoup d'illustrations. Et donc, on pensait, vous allez me dire, hein, mais c'était un ouvrage qui pouvait être destiné au grand public, dans le sens où chacun peut y prendre une petite histoire. Parce que là, ils ont parlé beaucoup de musique et de chansons, etc. Mais vous avez aussi l'histoire de la langue des signes, par exemple, comment elle est arrivée en Europe. Vous avez la culture, vous avez l'éducation, vous avez... un microbe, enfin, vous voyez, il y a l'histoire des techniques, il y a l'histoire politique, il y a l'histoire culturelle, etc. Et donc, on voulait, par le biais de la petite histoire, effectivement, vous lisez en très peu de temps, toucher le plus grand nombre, et en même temps, par les sources, on a vraiment énormément travaillé sur les illustrations, les textes, et c'était très compliqué en fait de ne pas trouver justement de l'illustration illustrative, mais qui enrichissait en fait le texte. On espère effectivement avoir ouvert un public plus large. Alors, universitaire, je ne sais pas, étudiants, oui, et des gens qui s'intéressent à l'histoire de l'Europe, à la petite histoire de l'Europe. Voilà, on essayait quand même... On est à la combienième réimpression? C'est la question qu'on a. Là, c'est une autre question. Que disent nos éditeurs? Est-ce qu'on va devenir riche avec... 20 € quand même pour un ouvrage aussi illustré, il serait dommage de s'en priver. On a pensé quand même beaucoup aux étudiants et aux enseignants aussi, qui pourraient avoir des outils pédagogiques et de réfléchir sur qu'est-ce qu'une source et comment on peut étendre aussi bien une source illustrée, enfin une image, etc., ou une date qui, encore une fois, peut être anecdotique, mais c'est une autre façon aussi d'aborder l'événement et un phénomène. Voilà. Et donc,
d'avoir plusieurs niveaux de lecture de l'ouvrage, donc avoir plusieurs types de lectorat en fait. Je ne sais pas si maintenant, au niveau des ventes, parce qu'on n'a pas les chiffres, ça se produit véritablement. Mais on voulait aussi que chacun puisse y trouver quelque chose, en fait. Et que sortir de cette histoire institutionnelle qui ennuie quand même beaucoup le public, très honnêtement. Oui, tu parlais d'hétérogénéité, moi je parlerais plutôt de complémentarité. Et de fait, tu l'as dit, mais quasiment tout y est. M. Guerny parlait du vote des femmes. Ben, vous avez 1906, les Finlandaises aux urnes, pour rappeler que les Finlandaises ont été les premières européennes en tant que nation à voter, même si localement on avait pu voter les femmes anglaises aux élections municipales dès 1870, etc. Donc je crois qu'on couvre tout. Si ce n'est pas couvert par une entrée de date, ça l'est par un document ou ça l'est par la chronologie. Voilà. C'est un tiroir. C'est un tiroir. Ouais. J'ajouterai une chose pour les enseignants du secondaire, parce que j'ai eu l'occasion de présenter l'ouvrage au café de l'APAG, l'association des professeurs d'histoire-géographie. Et là aussi, je crois que, évidemment, ça ne rentre pas forcément dans le cadre du programme, mais ça rentre en fait à plein de moments du programme. Ce n'est pas une étude de cas, parce qu'en fait, on a utilisé mon anecdote ou d'étude de cas. On a voulu faire quelque chose qui va au-delà de l'étude de cas. C'est-à-dire que, certes, on part chaque fois d'un fait, d'un événement, mais il nous tenait vraiment à cœur, et ça on l'a conçu en amont, de montrer, à un moment on hésitait aussi avec le mot moment plutôt que date ou que fait, pour montrer que chacun d'entre eux nous dit quelque chose sur ces processus de construction à travers le temps et l'espace. Et donc on peut avoir une accroche à travers un de ces faits, mais en dire beaucoup plus. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas une histoire anecdotique de l'Europe, c'est bien une proposition d'histoire européenne dans toutes ses dimensions, un peu comme, je crois qu'on utilise le mot, bon, ça fait un peu cliché, même kaléidoscope, mais qui chaque fois tend dans le même sens. Et c'est à ce à quoi nous tenions. Et alors, pour revenir aux illustrations dont Sonia parlait, alors Sonia et Isabelle Matamoros, qui n'est pas présente, ont fait un travail absolument fou sur les illustrations, parce que au bout de là 100 et quelques dates, il fallait qu'on fasse attention à ne pas, à chaque fois, avoir des illustrations qui soient toujours les mêmes. Pas toujours une caricature, pas toujours un tableau, pas toujours un portrait de personnage. Bon, voilà, à chaque fois, stimuler le lecteur qui va tourner la page et qui va... Les illustrations changent, elles sont toujours différentes. Ça peut être un objet comme la clé. Et là, je pense que ça rejoint effectivement la problématique d'une exposition dans un musée où il est évident que dans une vitrine, on ne va pas mettre 12 documents, 12 papiers. En plus, on s'adresse à un public qui va être multilingue. On ne va pas mettre 5 documents que en français ou 10 documents dans la même langue ou que des documents. Donc là, on avait aussi sans cesse cette interrogation d'être intéressant dans le choix des illustrations, sans parler des problèmes techniques, les droits, ça rend pas bien, voilà, il y avait aussi les problèmes techniques qui faisaient qu'on avait parfois une super idée et Sonia nous disait bah non, ça va pas du tout, quoi. Ça rend pas, c'est moche, voilà. Je disais ça beaucoup. On avait des papiers jaunes, on avait des marques jaunes sur nos illustrations, on se disait ah ça va pas, il faut que je cherche autre chose. Et donc on s'est vraiment beaucoup consacré au choix des illustrations, et je pense que c'est une des grandes réussites aussi. Alors le texte évidemment c'est très bien, mais on a vraiment fait un effort énorme sur la pertinence et le côté un peu titillant, quoi, des illustrations, justement parce qu'on n'attend pas telle ou telle chose. Et on a cherché à la fois à être bon dans le rendu graphique, à être originaux et à être pertinents au niveau du sens dans les illustrations. Et là, chapeau bas. Non, c'était une façon aussi de montrer la richesse d'une source en histoire. Voilà. Donc on a des statistiques, on a des cartes, on a des caricatures, on a des tableaux, on a des textes et différents types de textes. C'est aussi montrer pour les étudiants que les ressources peuvent être très très larges. Et voilà, c'est dans ce sens-là où c'est aussi un objectif pédagogique en fait.
On ne peut pas rester sur l'illustration illustrative ou la source qui dit l'événement. C'est pas ça une source en histoire, c'est plus. Ouais. Et c'est certainement ce qui fait l'originalité du projet. Je crois qu'on approche de la fin de notre présentation et de notre échange. Merci beaucoup pour votre attention et merci aussi à l'organisatrice qui nous accueille. Et puis merci à vous, bien sûr, d'avoir joué le jeu. Merci.